Et salut à tous et bienvenue pour cette vidéo bilan partie 3. Et aujourd'hui on va parler de mon top film, les 10 films que j'ai préférés en 2022. Je tiens à rappeler que ce top est subjectif, c'est par rapport à mes goûts, par rapport à ce que j'ai vu. Il y a certains films que vous allez voir dans ce top, c'est des films peut-être que vous n'avez pas aimé. Vous allez peut-être vous dire tiens c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas ce film dans ce top. Je pense à certains films. Mais bref, voilà, c'est subjectif. Comme d'habitude, on en discute dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Et on va commencer tout de suite avec le numéro 10. En numéro 10, Freaks Out. Benvenuti. Wir haben außergewöhnliche Kräfte. Ich sehe die Zukunft. Dieses Kind, diese drei Jammerlappen sind unsere einzige Hoffnung. Tu sei speciale, ragazzi. Tu hai un dono. Avec ce film, on peut que prouver qu'on peut faire du cinéma de divertissement sans prendre ses spectateurs pour des cons. Tout simplement, Freaks Out, c'est le genre de film qui, en plus, qui a coûté si peu cher, 12 millions de dollars de budget, et en faire des choses gigantesques. Parce que c'est très bien réalisé, c'est bien joué, la musique est cool, c'est fantastique, et la scène de combat finale est dinguissime, et c'est très beau visuellement. Franchement, que demander de plus d'un divertissement? Et c'est pas juste je vous divertis, allez hop, on bouge les clés. Les clés, il y a les clés qui bougent, elles font du bruit. Non, c'est plus que ça. C'est qu'on s'attache au personnage, on est intéressé par le méchant qui est une putain d'ordure, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'intéresse à tout dans ce film. Tout est bon, et ça joue extrêmement bien, et puis par moments je voyageais, je voyageais, et puis j'étais ébloui par ce que je voyais, parce que c'est beau, c'est bien réalisé, et c'est bien fait, quoi. Donc voilà, et c'est un film de super-héros qui montre que il n'y a pas que du Marvel, il n'y a pas que du DC, il n'y a pas que du machin et chouette. Non, il n'y a pas que ça. Le super-héros, c'est pas que des trucs de comics aussi. Hein. Donc non, il y a plein de façons de voir des films de super-héros, et là, on le voit avec ce film. Donc moi, personnellement, j'ai passé un très très bon moment, et resté très longtemps dans ma mémoire. Donc si vous ne l'avez pas vu, mais je peux que vous le conseiller parce que c'est un excellent film, divertissant en plus, donc c'est accessible à tout le monde. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, foncez parce que c'est une vraie petite pépite. En numéro 9, Armageddon Time. I'm no schmuck, so anything bad about those kids, you're gonna say something. You're gonna be a mensch, okay? Firm handshake. Okay, give me a hug. Armageddon Time, c'est un film que j'attendais un petit peu parce que même si je n'ai pas tout vu de la filmo de ce cher James Gray, j'apprécie les métrages que j'ai vus. Et puis, vu les retours qu'il y avait à Cannes, c'est un film que j'attendais beaucoup. Alors oui, l'histoire est simple. Mais je trouve que dans la réal, et la façon qu'il nous raconte son histoire est remplie de sincérité, que je suis ébloui. Je suis touché. Et ça, il y a tout pour me plaire dans ce genre de film. Parce que, en plus, la photo est magnifique. À peine l'ouverture du film, tu t'en prends plein la gueule par la photo, qui est magnifique, qui est complètement dinguissime. Les gamins jouent extrêmement bien. Et, pardon, c'est drôle, c'est jouissif, c'est douloureux. Et il y a des scènes qui sont assez violentes, qui sont dures, mais qui sont déjà assez importante et qui montre une certaine réalité. Et je trouve même, pour aller plus loin, c'est qu'on voit certains trucs qui pourraient se passer aujourd'hui, parce que le film se passe dans les années 80. Il y a des choses qui passent qu'on peut encore voir aujourd'hui. Des parents qui veulent décider l'avenir de leur enfant, dire non, tu dois faire ci, parce que sinon, tu dois faire ça, tu dois obliger de faire ça. Alors que le gamin, il rêve d'autre chose. Et c'est important de parfois écouter les enfants. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est assez actuel aujourd'hui. Et quand on voit aussi ce gros problème de racisme, bon, là c'est tellement subtil, c'est tellement bien écrit que je n'ai rien contre ça. Parce que moi j'en ai marre qu'on me crache à la gueule, vous avez vu, vous avez vu, les gens sont racistes. Hein. Alors que là c'est bien écrit en fait. Et je trouve ça tellement bien fait. Et la BO que je retiens aussi, que je trouve bien,
Donc ouais, moi j'ai passé un très 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 bon moment, ça m'a touché. Une fois de plus je le redis, c'est simple comme histoire, mais c'est tellement sincère, et en plus je crois que James Gray raconte un petit peu sa vie de la jeunesse, même si on sent qu'il a romancé certains trucs, mais c'est tellement subtil, tellement bien fait. Donc ouais, Armageddon Time pour moi c'est une belle surprise, même si j'avais un peu d'attente, ça remplit mes attentes, donc pour moi il a sa place dans ce top. En numéro 8, Le Chapeauté 2. Des vies défilent devant tes yeux. Implorer la clémence du chapeauté. Espresso. Qui aurait dit que j'aurais mis Le Chapeauté 2 dans mon top? Même moi je suis surpris, pour vous dire. Parce que en fait, même si je trouve le 1 sympathique, je suis pas fan. J'aime beaucoup Shrek 1, Shrek 2 je considère comme un chef-d'œuvre d'animation. Shrek 3, pas terrible. Shrek 4, sympathique. Donc voilà, mon cœur me disait bon, ça m'intéresse vaguement. Et ça prouve que les films d'animation, c'est pas réservé aux enfants. Parce que ce film, même si ça reste familial, je trouve le film un peu dur par rapport à la thématique de la mort, même si ça va pas en profondeur, mais c'est bien foutu. Et puis parfois il est sombre, par moments il y a des images qui pourraient faire peur à des gamins. Hein. Parce que par moments, on comprend le méchant, donc le loup, tu le vois de loin, tu as des images noires et tu vois ses yeux rouges de loin. Je dis mais ah ouais, c'est pas seulement pour les gosses. Hein. Et c'est génial, c'est drôle, et l'animation est magnifique. Le mélange d'animation 3D, 2D un peu saccadé, un peu comme Spider-Man New Generation il y a quelques années, mais c'est très bien foutu. Le mélange d'animation par rapport à certaines séquences plus calmes, on a la 3D classique, et puis par la mort dans les scènes de combat, on va essayer d'un côté un peu plus saccadé pour faire un style, et ça fonctionne tellement bien. Le combat final entre le loup et le chapeauté, mais on prend plein de mirettes par rapport aux chorégraphies qui sont excellentes. Certes, c'est un peu con par les chorégraphies parce que c'est un film d'animation, mais c'est bien animé. Et puis l'humour est drôle et subtil. Ça fait pas des blagues pour les enfants. Et puis le plus important, c'est que c'est une suite. Et pour une suite, il y a une évolution des personnages. On voit le chapeauté progresser, voilà, entre le début et la fin. On voit qu'il y a une progression. Pareil pour les autres personnages, qu'on voit les trois petits ours avec la blondinette là. Ah, j'ai oublié. Blue Codor, je crois c'est ça. Après il y en a un autre aussi qui veut le... Après il y a aussi un autre qui est un peu plus méchant, mais c'est pas le méchant principal. C'est que en fait, il a eu une enfance difficile. Puis vraiment, on fait un clin d'œil avec Shrek, avec le Pinocchio de Shrek. Je trouve ça tellement drôle. Mais tu comprends que pourquoi il est si mal et qu'il veut le pouvoir pareil pour Boucle d'Or ou même le chapeauté. C'est que, en fait, tous les personnages, même si parfois ils sont détestables, et même le chapeauté, c'est que tu les comprends en fait. Tu comprends, t'as des sympathies pour eux, mais ils vont tous évoluer. Sauf un qui malheureusement termine un peu mal parce qu'il évolue mal, alors que les autres ils évoluent tous très bien. Et c'est ça que je trouve génial dans ce film, c'est que voilà, on fait pas du pathos, et puis on t'essaye pas de faire une pseudo-morale à la con, parce qu'il y a une belle écriture dans ce film. Et ça prouve que voilà, l'animation n'est pas réservée aux enfants, qu'on peut faire de grands films d'animation pour tout le monde, et en plus qui prend pas ses spectateurs pour des cons, contrairement à d'autres films qu'on a parlé il y a 2 jours dans le flop. En numéro 7, Licorice Pizza. Rosa. On camera A. On camera B. Marking. Action. On coming Nancy! Alors ça c'est un film qui m'a beaucoup marqué cette année, qui est sorti en début d'année et qui est resté longtemps dans ma mémoire. Et comme un peu comme Armageddon Time, c'est un film qui est simple, mais qui est rempli de sincérité. Et là, Licorice Pizza, c'est le petit bonbon tendre que tu as envie de garder longtemps en bouche en fait. Et ce qui est dingue dans ce film, déjà c'est sa réal,
qui est rempli de poésie, et surtout ces acteurs, surtout l'acteur principal, que je crois c'est son premier rôle, qui joue extrêmement bien. Et en plus, cette histoire d'amour qui est assez classique en soi, mais qui a une relation un peu toxique, que je trouve vraiment belle. Moi, j'ai envie de voir ce couple heureux, j'ai envie d'aller les voir se retrouver, et c'est ça que je trouve génial. Et puis, il y a une belle écriture, il y a pas mal de jolis plans, bref, c'est bien réalisé, et c'est rempli de sincérité. Et pour moi, voilà, un film simple comme ça, qui est rempli de sincérité, où je suis très attaché au personnage, une BO excellentissime aussi. J'avais envie d'être avec eux, de leur faire des câlins. Voilà, j'avais envie de prendre ce petit coup, de leur faire des câlins, d'aller en soirée avec eux, d'aller boire une bière, d'aller me balader avec eux, de vendre des lits, bref. Non, franchement, ouais, ça a été une très belle surprise. J'attendais un petit peu ce film, et ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus que voilà, c'est poétique. Je sais que c'est un film que certains se trouvent surcoté, comme on dirait, même si pour moi surcoté ça veut rien dire. Que certains disent ouais, c'est pas ouf, c'est pas terrible. Après, je peux comprendre que ça, on peut pas adhérer, que ça peut pas toucher, mais moi voilà, c'est un film qui est simple, mais qui m'a beaucoup touché. En numéro 6, Everything Everywhere All at Once. Rejection, every disappointment has led you here to this moment. Don't let anything distract you from it. Ce film est un des films les plus dingues que j'ai pu voir cette année, les plus fumés. Je crois que c'est même le plus drôle que j'ai pu voir. Parfois le plus con sur certains moments, mais pas con dans le sens ouais c'est con, mais dans le sens par rapport à ce qu'il fait, on est con en étant intelligent en fait. C'est un peu paradoxal ce que je dis. C'est le genre de divertissement qui t'en met plein la tronche, où il y a plein d'idées, de plans à la seconde, plein d'idées de mélange, de mise en scène qui est complètement dingue, un multivers qui est super bien foutu, contrairement à un certain film que j'ai parlé dans un certain flop. Donc ouais, c'est divertissant, c'est drôle, et en plus c'est complètement fou, c'est fumé. Il y a une scène de combat par la moment où ça se bat avec des godes, ou même où t'as des plugs qui rentrent dans le cul, mais c'est complètement fumé. Mais c'est tellement drôle. La scène de Caillou qui a beaucoup marqué pour ceux qui ont adoré le film. La scène de Caillou, mais qui est à la fois drôle mais touchante. La scène avec les doigts en saucisse, pareil, c'est complètement fumé. C'est complètement fumé. Et putain. Et en plus ça, c'est que le film, en plus d'être très drôle et tout ça, c'est qu'il arrive à être touchant en fait, en traitant la relation mère-fille, la relation entre femme et homme, enfin, parce qu'il y a une sorte de divorce. Vraiment, on sent que... Et en plus de ça, bah, le couple ont quelques soucis d'argent et tout, donc on traite pas mal de choses, et en plus on traite aussi la relation sexuelle et tout, bon, à petite dose, mais c'est super bien fait. C'est qu'en plus le film est tellement subtil, c'est fumé, c'est con, mais intelligent à la fois en fait. Et c'est que ça explore tellement de choses, et que le moindre truc, t'as une idée. C'est rempli d'idées, c'est complètement ouf. J'ai passé un moment extraordinaire, j'en ai pris plein la gueule, donc ouais. Donc ce film, moi, je l'ai adoré. Et en plus de ça, bah voilà, ça prouve qu'on peut faire un multivers bien écrit. Donc ouais, pour moi ce film, excellentissime, je peux que vous le conseiller. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, surtout la scène des plugs, je sais que certains sont pas adhérés. Moi je suis très client de ce genre d'humour beauf, moi je suis très client, donc j'ai ri quoi. En numéro 5, The Batman. I got you! The Batman était le film que j'attendais le plus en 2022. Parce que bah déjà, j'aime Batman, j'aime pas mal de films Batman, à part quelques-uns que je trouve en dessous et d'autres pas bons du tout. J'aime beaucoup le réalisateur Matt Reeves, j'aime Pattinson, j'aime Andy Serkis, donc là, il y avait beaucoup d'éléments pour me faire aimer. Donc là, il y avait beaucoup d'éléments pour me donner envie, et surtout les bandes annonces qui donnaient vraiment envie, quoi. Donc, c'est un film que j'ai énormément apprécié. Je l'ai vu
2 fois en salle et je l'ai pas revu depuis, mais pourtant il y a des scènes qui me restent en tête. Et c'est là qu'on voit pour moi que c'est un bon film. Parce que, rien que la scène de course-poursuite d'autoroute que je trouve génialissime. Après, t'as la voiture du pingouin qui se retourne, tu vois Batman marcher lentement avec la musique qui est complètement folle. Il y a aussi une scène que j'aime beaucoup, c'est quand Batman prend son envol, puis pendant un moment il se casse la gueule. Bon, certains trouvaient ça ridicule, moi je trouve ça plutôt bien. Et puis le côté détective qu'on n'a pas souvent, voire très peu, là on le met plutôt bien en valeur. Certains disent ouais, Batman il est con quand même. Mais faut pas oublier que ça fait à peine 2 ans qu'il est Batman. Et puis je trouve le film assez brutal, sombre. Je ne parle pas que de la photo qui est très sombre, parce que beaucoup disent ouais, dans le prochain Batman on verra plus rien, autant éteindre les lumières. Je suis pas d'accord avec ça. Bon, après chacun ses avis, bien entendu. Mais je trouve le film très brutal. Rien que la scène de début où tu vois pour la première fois Batman, je trouve le film... Enfin, même la première fois que tu vois Batman, je trouve ce moment mais assez violent. Tu sens bien les coups. Et les chorégraphies sont bien faites. Après, oui, je suis d'accord, le film est un poil trop long. Je pense que 2h30 grand max aurait été suffisant, donc 20-25 minutes en moins. Là-dessus, je peux comprendre les critiques, parce que je trouve parfois, il y a un petit ventre mou. Mais t'enlèves ce ventre mou, moi je trouve le film passe assez bien, c'est très bonne facture. Et c'est une vraie proposition de cinéma, on sent que Matt Reeves aime un minimum son personnage par rapport à ce qu'il propose, et c'est ça que je trouve bien. Et puis le méchant, je trouve vraiment bon, et qui est pas si prévisible que ça. Et ça c'est ça que j'ai adoré aussi. C'est pas si prévisible, donc c'est vraiment bon. Après la fin, on entend le guerre du Joker. Je dis ah putain, est-ce qu'on va encore nous faire passer le Joker? J'espère pas, parce que le Joker on l'a trop traité. Après, à voir si on fait quelque chose de différent, pourquoi pas. Donc The Batman, voilà, pour moi c'est un gros coup de cœur de cette année. Et en plus j'ai pas été déçu, donc il est resté top 3 très longtemps. Mais voilà, il y a eu d'autres films entre temps. En numéro 4, Leila et ses frères. چیکار کنم حالمون خوب بشه؟ برام یه آبجی بیار که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد. Film que j'attendais aussi parce qu'il a fait beaucoup de bruit à Cannes, mais aussi parce que c'est le réalisateur de La Loi de Téhéran, film qui a fini dans mon top l'année dernière. Et oh là là, la gifle que je me suis pris. La gifle que je me suis pris, c'est un film qui est... J'étais pas bien en sortant de salle, pour vous dire. J'étais pas bien parce que rien que la scène finale est pour moi une des plus belles fins de 2022. Tellement glaciale, mais à la fois un petit touche de bonheur, mais tellement glaciale. Et en plus, on retrouve certains acteurs qu'on avait vu dans La Loi de Téhéran. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. La scène du mariage où, notamment, t'as le père qui est tout heureux et que finalement, il se fait limite humilier. Il est dépéri. Cette scène m'a donné la boule au ventre. À quel point c'est le regard et le mouvement de caméra. Oh là là, putain, ça c'était magnifique. Et cette histoire qui est grinçante. Mais j'ai pris une tarte dans la tronche, quoi. Et en plus, le film est long quand même, parce qu'il dure plus de 2h40. Mais putain, ça prouve qu'on peut faire des films de 2h40 et raconter tellement de choses que j'ai pas vu le temps passer. Ce film est dingue. Et c'est un film qui m'a rendu ouf. Ce film m'a rendu fou. Et notamment avec certaines scènes, donc deux que je viens de citer, mais il y en a d'autres. Il y a plein de scènes où pour l'amant, Leila commence à s'engueuler avec ses parents. Et cette scène aussi que je trouve incroyable. Et malheureusement, cette femme qui se retrouve en prison. Et ça me chagrine parce que pour moi, c'est un des meilleurs rôles féminins qu'on a eu en 2022. Franchement, je trouve ce film est vraiment dingue. J'en ai pris plein la tronche. Et je vous dis, hein, j'étais pas bien en sortant de salle. C'est rien qu'avec sa scène finale, qui me reste dans la tête, qui me donne encore des frissons. Donc voilà, Leila et ses frères, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez aimé La Loi de Téhéran, malgré que c'est assez différent, Leila et ses frères, je pense que vous pouvez l'apprécier aussi. Donc moi, belle claque. Donc j'ai hâte de m'acheter le Blu-ray parce que j'ai envie de le revoir ce film. C'est un des films que je suis plus pressé de voir
parce qu'il m'a mis une tarte dans la tronche, quoi. En numéro 3, Asbestas. Essere libre. Y serías libre justo aquí, ¿no? Es una historia preciosa. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no Mío y de mi mujer. pienso eso. Quel plaisir de retrouver une fois de plus Rodrigo Sorogoyen dans mon top. Ces deux précédents films ils ont été dans mon top, donc avec Madre en 2020 et El Reino en 2019. Je suis fan de ce réal. Je n'ai toujours pas vu son premier, mais ce mec, il a une maîtrise pour le plan séquence et diriger ses acteurs. C'est ça que je trouve ouf dans ce film. En plus, avec son casting franco-espagnol, donc on a Marina Foïs et Dominique Ménochet, qui gèrent très bien l'espagnol. Ils ont pris des cours et franchement, ça se voit qu'ils sont très à l'aise. Et ce qui est génial dans ce film, c'est qu'en fait, tu peux avoir de l'antipathie pour ce couple français, donc Marina Foïs et Dominique Ménochet, mais aussi pour ces deux Espagnols qui se battent en fait pour essayer d'avoir un peu d'argent en fait, alors que ces Français qui veulent imposer leur truc, limite en Espagne, alors qu'il y a cette guerre de voisins qui est au début pas si méchante que ça, puis qui empire de plus en plus, et c'est là qu'après il va y avoir un drame, et le film va prendre un virage complètement différent. Putain, ce film est dinguissime. Les plans séquences sont fous. Rien que la scène du bar avec Dominique Ménochet et les frères espagnols, ce plan séquence doit durer quoi, 10 bonnes minutes. Au début tu dis bon ça va, puis ça s'enchaîne. Je trouve cette scène glaciale, violente, juste avec des dialogues sans vulgarité, mais rien comment ça se déroule. Tu sens la froideur, tu sens le malaise, tu sens la souffrance des deux personnages, enfin des trois personnages que les frères espagnols plus les Ménochet, tu sens la souffrance dedans. Et c'est dingue. Il y a un autre plan séquence que j'ai en tête aussi, c'est la scène de dispute entre Marina Foïs et sa fille. Putain, mais pareil, le mouvement de caméra, tu sens que, en plus c'est toujours en plan séquence, mais Marina Foïs qui est incroyable dedans, qui est froide, mais qui y croit jusqu'au bout, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment fou. Et en plus de ça, c'est que Marina Foïs, qui tu sens qu'elle reste forte, mais à l'intérieur, elle est détruite, mais tu le sens, et c'est ça qui est dingue. Donc ouais, Asbestas est un énorme film. En numéro 2, Vortex. Bien évidemment, vu que j'aime beaucoup le cinéma de Gaspar Noé, je suis très fasciné par son travail. Pour moi, il fait partie des réals les plus intéressants, enfin, réalisateur français je parle. Et à chaque fois, il me met mal et il me rend fou. Ce qui est dingue avec Gaspar Noé, c'est qu'en fait, il peut toucher à n'importe quoi, il va toujours trouver un moyen de te mettre mal. Et c'est ça aussi le cinéma, c'est parfois de me rendre la sensation d'être mal. Je sais que certains n'aiment pas ça, le malaise, ou la perversité, ou parfois les choses choquantes. Parce que certains disent, ouais, Gaspar Noé il fait du choquant pour choquer, alors que non en fait, c'est pas le cas. Là, c'est pas parmi les plus choquants, mais c'est parmi les plus durs. Et en plus, c'est un film qui m'a touché parce que ce couple meurt. Et donc, t'as le petit-fils, pour le moment, il fait, mais elle est où la maison de papy et mamie? Il fait, mais ils ont plus de maison. Et quand tu vois le père transporter l'urne avec les cendres, ça m'a rappelé un peu mon grand-père qui est mort 1 an avant, à quelques jours près, hein, c'est quasi à 2-3 jours près, la date est la même. Donc c'est pour ça que ça m'a rendu mal, ce que dit le gamin. Et puis c'est surtout la mise en scène de Gaspar Noé, parce que le film est assez long, parce que c'est rare d'avoir un film de Gaspar Noé aussi long, mais c'est que tu vois la décomposition, c'est de plus en plus horrible. Et c'est ça qui est dingue, cette sensation de horrible,
mais que tu vis ce calvaire limite. Et c'est ça que j'adore avec Gaspard Noé, c'est que tu souffres, mais t'es tellement fasciné par la réalité, t'es tellement fasciné par la perfection des jeux d'acteurs, que tu peux pas t'empêcher de continuer à regarder. C'est un film qui est brutal, qui m'a fait mal, parce que ça m'a rappelé des souvenirs, bien entendu, c'est pour ça que ça m'a touché. C'est pas le film que je préfère de Gaspard Noé, mais c'est un film qui m'a rendu fou, et voilà, moi le cinéma de Gaspard Noé, chaque fois que je vois un film, je suis fasciné, chaque fois je me prends une tarte dans la gueule, chaque fois il me rend mal. C'est ça que j'adore avec Gaspard Noé, c'est qu'il a un talent. Si vous arrivez à être choqué ou être touché, c'est gagné, parce qu'il veut toucher. Et ce qui est marrant, c'est que certains disent que c'est un malade mental, alors quand vous le regardez, on sent que c'est un mec tout innocent, hein. C'est limite, il est différent en fait, c'est ça qui est assez pervers, je dirais. Mais voilà, Vortex pour moi c'est un des plus grands films de 2022, et quelle claque je me suis pris. Franchement, pour moi, belle surprise, une fois plus, du grand cinéaste Gaspard Noé. Et en numéro 1, Elvis. And who are you, Oz? I just gotta be making the most of this thing while I can. This can all be over in a flash. We are the same, you and I. We are two odd, lonely children reaching for eternity. The greatest show on earth. J'ai vu ce film en avant-première la veille de sa sortie, donc le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Et ben, qu'est-ce que j'ai adoré. Et en plus, je l'ai revu récemment et ça a toujours été une claque. La réal est complètement folle. Après, c'est très épileptique, surtout au début. C'est violent, ça t'envoie plein la tronche. Et plus le temps passe, plus que la respiration se calme, plus tu vois le personnage d'Elvis se décomposer, plus qu'on est plus calme dans la réalisation, et tout est cohérent en fait. Je m'en souviens quand ils ont balancé les musiques qu'on entendrait dans le film, notamment certains chanteurs, je dis mais what the fuck, pendant t'as une chanson de rap, mais Baz Luhrmann a tellement le talent pour coller les musiques que ça fonctionne très bien. Certains disent oui, c'est superficiel, mais pas du tout en fait. Austin Butler en Elvis, mais putain, s'il n'a pas une nomination aux Oscars, ce serait juste scandaleux. Et limite, je pense on devrait même lui donner maintenant, tiens. Parce que franchement, il est complètement possédé par le rôle d'Elvis. Et j'ai regardé quelques documentaires, quelques vidéos et tout, pour voir et tout, et tu sens que le mec, il est possédé par le rôle. Le rôle de Tom Hanks, putain, ça fait du bien de voir Tom Hanks dans un rôle où il est pas gentil. Parce qu'on l'a toujours vu régulièrement dans des rôles de gentil. Et là, on le voit dans un autre rôle. Bah, ça fait plaisir aussi. Donc voilà, les 2h40, c'est du spectacle. Et ça en fait pas trop. Parce que beaucoup ont du mal avec Baz Luhrmann parce que ça en fait beaucoup trop. Et c'est ce que j'ai ressenti avec Gatsby. Je trouve qu'il en faisait des caisses. Là, au contraire, c'est beaucoup plus utile. Tu sens qu'en plus... que Baz Luhrmann, tu sens qu'il aime Elvis, ça se sent dans sa façon de filmer, dans sa façon de raconter, tu sens qu'il aime son personnage, tu sens qu'il a été fan d'Elvis, ça se sent, moi je l'ai ressenti comme ça, et surtout on en prend vraiment plein la gueule, ça t'envoie plein de trucs dans la tronche, mais c'est fascinant, et apparemment Baz Luhrmann aurait une version longue qui sortira peut-être un jour. Je veux la voir, cette version longue. Tu peux m'en donner 1 heure de plus, j'en veux encore, Baz. Vas-y, Baz, donne-moi encore plus Elvis, donne-moi encore plus de ton film. Ce film m'a rendu heureux. Le nombre de fois j'ai voulu me lever de la salle pour danser à travers la salle, je tapais du pied, et pourtant je suis pas un fan d'Elvis, mais j'aime bien sa musique, donc oui, moi j'étais heureux en voyant ce film, j'étais heureux, je suis sorti, j'avais les étoiles, rien que le début, le logo Warner, putain, mais rien que ça, c'est génial. Et tout est bien pensé dans la réal du début jusqu'à la fin. Elvis, voilà, est mon film préféré de 2022, que j'aime énormément, j'en ai pris plein la gueule, j'avais beaucoup d'attentes, et c'était au-delà de mes attentes, un peu comme Dune l'année dernière, qui a été deuxième, qui était un film que j'avais énormément d'attentes, et qui finalement qui était encore plus haut que ça. Donc Elvis, ouais, pour moi c'est génial, c'est incroyable, j'ai envie de le revoir, même je l'ai revu il y a quelques jours, j'ai envie de le revoir. C'est un film qui va rester longtemps dans ma mémoire, et des films comme ça, j'en veux encore plus. Voilà, c'est la fin de ce top, j'espère que ça vous a plu. Désolé si certains films
que vous avez aimé ne sont pas dans ce top. Je pense surtout à un film qui a été dans beaucoup de tops mais qui n'est pas dans le mien. Je sais que certains ne comprennent pas ou ne comprendront pas, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est subjectif, c'est par rapport à mes goûts et par rapport à ce que j'ai vu. Voilà, en tout cas 2022 a été une bonne année de cinéma, très riche, on a eu pas mal de belles pépites, on a eu beaucoup de choses différentes, intéressantes. Cependant, voilà, pour moi 2022 est un poil en dessous de 2021, mais ça reste une bonne année pour moi. En tout cas, 2023 s'annonce très grande aussi. Continuez à aller voir des films, surtout il faut essayer de varier ces films. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire chaque année. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.